Et ce qu'on a voulu faire là, dans cette séquence, notamment pour partager avec les personnes qui sont ici et qui n'ont pas vécu, on va dire, ces séquences de sprint, de travail qu'on a eu ensemble, c'était de revenir avec 4 personnes qui sont ici installées. Donc, Michael de Patients en réseau, Marion du laboratoire Roche, Romain de l'ARS Grand Est et Jacques pour un certain nombre de sociétés savantes, on va dire ça comme ça, en tout cas sur toute la catégorie des professionnels de santé. Je vais les laisser dire un mot chacun de qui ils sont pour qu'on sache un petit peu plus précisément d'où ils viennent et comment ils ont participé à ce projet. Et puis on reviendra de façon un petit peu plus précise sur le projet lui-même. Donc je vous laisse juste la parole 1 minute, comme ça vous vous présentez peut-être l'organisation dans laquelle vous êtes. Bonjour à tout le monde. Alors, je m'appelle Michael Wingler. Alors, je suis co-responsable de Mon Réseau Cancer du Poumon, qui est une antenne de l'association Patients en Réseau. Alors, on est des réseaux sociaux et on a à destination des patients et des proches aidants. Alors, on a pour but de faciliter, on va dire, le quotidien et rompre la solitude face à la maladie. Donc, c'est grâce à des échanges entre pairs. Sur notre plateforme, on a des groupes de discussion qui sont dédiés. Alors, on a une box d'informations qui est sourcée, vérifiée. On crée des événements, des webinaires, des marches, des groupes de parole. On a une personne qui est dédiée à l'information administrative, la mise en invalidité, etc. Alors, je suis moi-même patient, donc atteint d'un cancer du poumon non à petites cellules. Donc, j'ai été diagnostiqué en 2019, cancer métastatique. Et j'ai pu bénéficier d'une immunothérapie de première ligne, donc grâce à une forte présence d'un marqueur d'une protéine PDL1, donc lors de mon testing génomique. Et j'ai la chance d'être un très bon répondeur à ce traitement d'immunothérapie. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Je m'appelle Marion Schulz et je suis responsable de l'offre médecine personnalisée chez Roche. L'ambition de l'unité de médecine personnalisée chez Roche, c'est de proposer aux patients et aux professionnels de santé des solutions efficaces, largement utilisées et surtout personnalisées à chaque étape du parcours de soins des patients et des professionnels de santé. Donc aujourd'hui, on a notamment des solutions d'analyse génomique et on développe aussi des solutions en santé digitale. Bonjour, Dr Hellman, moi je suis conseiller médical de Virginie Kéry, la directrice générale de l'ARS Grand Est. Je suis aussi encore praticien hospitalier, je disais, mais encore à la PHP, donc encore à Paris, donc je suis bicite. Et je suis là à cause de Marianne depuis le début, mais parce que j'ai une histoire avec le Liberté Living Lab depuis 2018 ou 2017, je ne sais plus, où on a travaillé sur la prévision des besoins en soins non programmés, parce que je suis médecin urgentiste encore. Et voilà, et ça s'était très bien passé, puisque ça avait donné naissance à un outil qui nous a servi à gérer la crise Covid en Ile-de-France. Voilà, donc je suis un plaisir d'être là. Merci. Donc Jacques Cadranel, donc médecin, pneumologue par hasard, ayant fait 10 ans de VIH, et puis en juin 1996, les malades du VIH sortent de l'hôpital grâce à l'innovation thérapeutique. Et donc je me mets à faire de l'oncologie, donc c'est un jeune oncologue, et j'ai la chance aussi, à cette période-là, entre 1996 et 2000, de découvrir les petites molécules, un petit peu dans l'instar de ce qui s'est passé dans le VIH. Et effectivement, j'ai porté, au nom de l'INCa, 2 STIC, qui sont des études médico-économiques qui ont permis de développer en France l'ébauche des plateformes moléculaires de l'INCa, avec le développement avec Hélène Blons et de certainement d'autres personnes ici, des premiers testings de mutation de l'EGFR par séquençage sanguin. Et depuis, on est très loin de ça. Et sans cette technologie, sans son déploiement grâce à l'INCa sur les plateformes, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est-à-dire que le cancer du poumon serait pour 100% des cancers un cancer de très mauvais pronostic, là où il devient aujourd'hui une mosaïque de cancers, avec certains devenus d'excellents pronostics, et d'autres, parce qu'on a retiré ce bon pronostic qui améliorait artificiellement le pronostic, de très 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 mauvais pronostics. Donc bien sûr, panacée n'est peut-être pas... J'allais faire un mauvais jeu de mots, mais voilà. Donc on est là pour ça. Merci. Vous pouvez conserver le micro de ce côté-là de la table. Merci à tous les 4 d'être là. Peut-être je reviens très rapidement sur le projet. Je vais vous laisser la parole après sur votre retour d'expérience, puisque vous l'avez vécu de l'intérieur pendant les 18 derniers mois. Si on passe la slide suivante, ça va nous permettre juste de revenir sur, on va dire, les fondamentaux de ce programme. Ils ont été quand même assez couverts dans la partie introductive. La première, c'est évidemment de lutter contre les inégalités d'accès aux innovations thérapeutiques sur le territoire
Et au-delà même de lutter contre les inégalités d'accès, c'était aussi de permettre l'accélération de cet accès. Et c'était dans les échanges, notamment avec la Ligue, qu'on avait eu ce point d'attention qui était de dire l'important, ce n'est pas seulement de lutter contre les inégalités, mais aussi d'accélérer en fait, cet accès. Donc ça, c'était le premier point avec cet enjeu territorial important. Le deuxième, c'est de créer un outil d'information dynamique sur les anomalies moléculaires actionnables et les solutions qui sont aujourd'hui disponibles en France. Donc là aussi, on en a parlé, en AMM, en ATU, en essais cliniques. Comprendre en fait toutes les solutions qui sont actionnables et se dire qu'on ne passe à côté de rien. Et ça, c'est vraiment l'enjeu. Et donc, il y a un enjeu de mise, on va dire, en connexion de ces données qui doit se faire le plus rapidement possible. Donc là, l'urgence, le rythme est extrêmement important dans l'outil qu'on va devoir et qu'on va vouloir développer. L'idée, ça a été assez largement repris, c'est qu'on est dans une logique de commun. Ce projet est porté par une association, l'association du Liberté Living Lab, avec l'objectif de préserver une propriété intellectuelle qui sera remise à un tiers public ou reconnu d'utilité publique qui va pouvoir en assurer le déploiement national. Donc c'est vraiment ça l'intention, avec un certain nombre de principes d'ouverture, de gratuité, de liberté d'accès. Et ça vient faire le lien direct avec le point qui suit, puisqu'il y a un enjeu de réplicabilité de l'outil, puisqu'on est aujourd'hui en train de se dire, on prend un terrain qui est celui du cancer bronchique. Tous les pros, quand on avait discuté, nous avaient dit, si vous y arrivez sur le cancer bronchique, vu le volume de mutation, vous devrez y arriver sur d'autres cancers à mutation. Donc on s'est dit, prenons la face nord, tant qu'à faire, prenons celui qui mute pas mal. Donc on a pris le cancer bronchique comme terrain de jeu. Mais évidemment, l'intention était de pouvoir se dire qu'on allait toucher avec cet outil, avec ces méthodes, mettre en place un modèle et pouvoir le répliquer sur tous les cancers possibles de l'enfant ou autres. Ça, c'était plus un point, on va dire, global sur les fondamentaux, on va dire, de ce projet. Si on revient sur la slide suivante, ce que j'aimerais, c'est juste qu'on partage avec vous en... ça dure 1 minute 30, le prototype auquel on a abouti collectivement. C'est évidemment un prototype. Ça veut dire que l'outil n'est pas développé. L'outil a été prototypé avec les patients, les professionnels, les acteurs publics, enfin, toutes les personnes qui étaient là. Et ça nous a permis de commencer à poser les bases d'un certain nombre de fonctionnalités qui nous semblent utiles pour le patient et pour le professionnel qui se connectera à cet outil. Donc ce que je vous propose, c'est on y reviendra de façon assez longue plus tard, mais avant d'échanger avec les patients, ce serait intéressant pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore vu, d'avoir juste, on va dire, un aperçu de ce que pourra être cet outil. La plateforme CBNPC vise à réduire les inégalités de testing et d'accès aux innovations thérapeutiques ciblées en France dans le cancer bronchique non à petites cellules. Elle est accessible à la fois aux professionnels de santé et aux patients et leurs proches. La différence ? L'espace dédié aux patients fait preuve de davantage de pédagogie en apportant explications et fiches questions à chaque étape. Sur l'espace dédié aux professionnels de santé, on retrouve des recommandations sur les tests génomiques et les solutions thérapeutiques ciblées selon les altérations moléculaires, des fiches d'information et des actualités sur ces sujets. Le cœur de la plateforme, c'est d'un côté l'accès à l'information sur les biomarqueurs actionnables avant que le professionnel ne prescrive des tests génomiques à son patient, et une fois qu'il a reçu les résultats, les solutions thérapeutiques associées, commercialisées, en accès précoce ou en essai clinique. Prenons l'exemple d'un professionnel de santé qui n'a pas encore réalisé de test pour son patient en première intention. Je clique donc sur « En première intention ». Pour accéder aux recommandations des biomarqueurs actionnables à rechercher et des techniques de test existantes, le professionnel de santé doit seulement renseigner 3 informations. Le type histologique, le profil fumeur ou non fumeur du patient et le stade TNM. Ainsi, il arrive rapidement et simplement aux résultats qu'il recherche. Par rapport au profil du patient, la plateforme recommande une liste de biomarqueurs à rechercher basée sur les recommandations des référentiels régulièrement actualisés par les sociétés savantes. Pour chaque biomarqueur, le professionnel peut connaître le nombre de solutions disponibles et au clic, le détail de ces solutions. Pour l'accompagner dans son choix, il peut comparer les différentes techniques de test qui permettent de détecter ces biomarqueurs, ainsi que leurs différentes caractéristiques. Ces informations lui permettront de discuter des meilleures options dans le cadre d'une RCP classique ou moléculaire.
Après réception des résultats, le professionnel de santé pourra consulter des solutions spécifiques aux biomarqueurs identifiés en renseignant les résultats du test dans le second parcours. Prenons l'exemple d'un résultat révélant le biomarqueur EGFR exon 21 L858R. Le professionnel de santé aura accès à l'information à jour des traitements remboursés, ceux en accès précoce et les essais cliniques spécifiques à ces biomarqueurs. Mise à jour régulièrement en fonction des recommandations scientifiques, cette plateforme est un véritable outil dynamique d'information pour vous aider à optimiser la prise en charge de vos patients. Alors, on va revenir sur l'outil en plénière. Pour ça, si vous avez des questions, Élodie, Sylvia seront là pour répondre à un certain nombre de questions avant d'entrer dans les groupes de travail. Mais avant ça, moi, j'aimerais revenir justement avec nos 4 participants sur l'expérience vécue, puisqu'on a travaillé ensemble plusieurs mois, et peut-être se dire, avant même d'entrer dans l'outil, son impact et ce qu'il va pouvoir permettre ou offrir, juste revenir justement sur cette expérience, sur le travail en commun qu'on a eu, et comment vous y avez contribué, et ce que ça vous a apporté vous, et puis on va peut-être commencer avec Michael, en tant que patient, quel est le retour d'expérience sur ce programme? Alors en ce qui nous concerne, on a été séduits déjà par le fait d'impliquer des patients dans un projet d'envergure. D'ailleurs, ils sont ici dans la salle. Alors il y a eu des patients experts, mais également des patients novices, et ça c'est essentiel, qui ont pu s'exprimer sur les problématiques qu'ils rencontrent, leurs différents besoins d'information. Alors à noter que c'est assez rare quand même que des patients puissent se retrouver dans un groupe de travail avec différents professionnels de santé. Alors le fait de nous impliquer dans ce projet et d'être écoutés va créer, on l'espère, un outil qui va essayer de répondre au mieux à nos besoins d'information. Alors, dans la construction du projet, on a été impliqués à chaque étape, donc on était là dès le départ, et chaque patient a été séparé dans un groupe de travail différent, composé des différents acteurs de santé. Alors, le fait d'être répartis dans des petits groupes et aussi d'avoir une base de travail avec des idées qui étaient d'abord écrites sur des post-it, qu'on collait sur le mur, ça nous donnait un moteur d'échange et de discussion. Ça a aussi permis de libérer un peu notre parole, parce que c'est pas forcément évident quand on est patient de se retrouver au milieu de professionnels de santé, et surtout quand on ne maîtrise pas très bien le sujet. On peut vite avoir tendance à s'effacer quand on est dans un type de réunion traditionnelle avec prise de parole. Alors le fait de travailler en groupe multi-acteurs, ça nous a également permis de comprendre les problématiques que peuvent rencontrer également les autres parties, parce qu'on a quand même souvent tendance à rester centré sur nos propres problèmes, avec notre angle de vue, et de ne pas forcément voir l'environnement général. Et ça nous a permis vraiment de voir l'environnement général qu'il y avait autour du cancer du poumon. Ça, pour nous, c'était vraiment intéressant. Donc au niveau de l'association Mon Réseau Cancer du Poumon, on a vraiment apprécié cette dynamique de projet, avec une méthode de travail qui était quand même très originale, mais qu'on a trouvée très constructive. Et le fait de se sentir impliqué totalement à chacune des étapes et d'avoir du temps de parole, de s'être senti écouté et non placé en second rôle, ça nous a vraiment motivés dans ce projet qui, on l'espère, va vraiment être utile à tout le monde. Ok. Merci Mickaël. Alors côté laboratoire, donc nous on travaille avec le LLL depuis 2021 maintenant, ça fait déjà 2 ans. Et donc notre objectif pour Roche, c'était vraiment de réfléchir à comment accompagner au mieux la communauté scientifique, la communauté de patients pour l'émergence et la diffusion de recommandations dans le NGS. Avec l'ambition d'améliorer l'égalité d'accès aux outils diagnostiques et notamment au testing moléculaire. Donc l'approche du LLL avec son programme multi-acteurs est tout à fait conforme à la vision de Roche et à son envie de travailler en écosystème ouvert avec d'autres acteurs pour monter des projets de type consortium. Donc on a choisi, et on ne regrette pas du tout, de s'associer avec le LLL depuis le départ, pour 3 raisons. La première, c'est la capacité du LLL à mobiliser l'ensemble de l'écosystème, et on le voit aujourd'hui, grâce à un réseau qui est impressionnant et surtout très robuste. La deuxième, ça a été, comme l'a dit Mickaël, la méthodologie proposée par le LLL, qui est innovante et qui permet de sortir la créativité de chaque acteur pour finalement travailler ensemble sur un défi d'intérêt général. Donc nous, on ne regrette pas du tout cette expérience et on est ravis d'être encore ici aujourd'hui. Voilà, ça nous a permis aussi de créer de nouveaux modes d'interaction avec l'écosystème et avec des acteurs avec lesquels on n'a pas forcément l'habitude de travailler sur un outil de droit commun, et ça c'est vraiment hyper valorisant d'un point de vue des industriels. Merci.
Alors pour du côté ARS, institution, alors moi j'avais pas trop de surprises sur la méthodologie, puisque comme je vous l'ai dit, finalement on a appliqué à peu près la même, et donc ce qui était très rassurant en fait pour ce qu'une ARS puisse intégrer cette démarche, puisque cette démarche elle marche, voilà, elle marche très bien, de mettre ensemble les différents besoins pour bien qualifier le besoin global de tout le monde, et donc ça c'est vraiment une très bonne manière, donc j'y reviens pas parce que c'était, moi j'ai pas eu de surprise et croyez-moi ça marche. Ce qui m'a encore plus intéressé d'habitude, c'est qu'on a intégré des dimensions qui sont celles de l'écosystème, au sens comment l'écosystème travaille ensemble et comment sur un territoire on arrive à aborder le sujet et comment on est aussi sur de la mesure d'impact. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la création d'un outil hors sol, comme il y en a plein en France malheureusement, ou plein de startups qui sortent des outils, mais on ne sait pas trop à quoi ils servent. Là, on a cadré l'objectif, on a cadré la mesure, l'évaluation, la mesure d'impact qu'on veut essayer de faire, et clairement, ça a rentré pile poil dans les objectifs d'une agence, celle de la feuille de route cancer, améliorer l'accès aux soins, c'était aussi l'élément que je t'avais fait part de raccourcir les délais. Et la région Grand Est, on a un problème de délai, parce que c'est pas la même chose d'habiter dans une grande ville que dans une petite ville. Et clairement, c'est ce qui nous a vraiment, vraiment attirés. Je suis très heureux du discours de l'ARS. Je vais dire que les médecins sont toujours suspicieux quand ils ne contrôlent pas une proposition, un projet. Donc c'est toujours très bien qu'ils viennent un peu se désintoxiquer. Et donc, effectivement, ce projet, c'est très bon pour les médecins parce qu'effectivement, ça leur permet de partager beaucoup plus avec d'autres acteurs de la santé des préoccupations, au fond, qui sont communes. Et de la même manière que tous les jours, je me dis, mais finalement, j'ai dit quelque chose à ce patient-là, mais finalement, est-ce que je lui ai bien dit? J'ai créé un lien de confiance. Je pense avoir fait une alliance et je vois bien quand même que Michael, il est encore dans des difficultés à travailler avec des médecins et à sortir un petit peu de ce positionnement de chacun. Donc effectivement, ce qui est très compliqué pour tout le monde, c'est on est toujours dans notre physique, dans notre temporalité, dans notre réalité, et il est extrêmement difficile de mélanger ces réalités. Donc ce projet-là, pour moi, est très innovant de ce point de vue-là. Le deuxième chose, effectivement, on a beaucoup discuté en amont de ce qu'il fallait faire de ce projet. Ce n'était pas forcément le projet que j'aurais choisi, vous le savez très bien, parce qu'effectivement, c'est très important d'avoir cette information à destination des malades qui sont souvent beaucoup plus experts que les médecins qui les prennent en charge, mais aussi médecins, à condition que tout ce testing soit effectivement accessible. Et je suis très content que l'ARS soit là, parce que le vrai sujet aussi, c'est qu'on peut avoir un superbe catalogue, mais si on n'a pas la possibilité dans tous nos territoires, partout où l'on est, d'avoir le même testing, et aujourd'hui ce n'est absolument pas le cas, eh bien, ça ne sera pas une innovation. Ça sera un joli projet. Pour que ça devienne innovation, il faut aussi qu'on puisse y rattacher le testing obligatoire, systématique et large de tous les patients diagnostiques. Vous pouvez garder le micro. Moi, je suis contente d'avoir Jacques là, parce que c'est vrai qu'il ne faisait pas partie, on va dire, des spontanément plus convaincus, on va dire. Et l'avoir aujourd'hui sur scène avec nous, et aussi dans tout le processus qui a pris un certain nombre de mois et sur lesquels on a aligné nos visions, c'est très intéressant parce que ça permet de montrer que le processus qu'on va vivre, on a le droit d'avoir à un moment donné des gens qui ne sont pas d'accord ou qui ont des avis différents. Tout l'enjeu, c'est au contraire de se nourrir en fait des réflexions et des points de vue des uns et des autres pour réussir toujours à un moment donné à les refaire converger autour d'un objectif qui va être l'objectif commun. Et ça, je trouve qu'avec quelqu'un comme Jacques, moi je suis très contente qu'il soit là aujourd'hui parce qu'il incarne assez bien ce point-là du processus aussi. Comme vous l'avez compris, on a fait un prototype. On a co-construit un prototype avec un certain nombre de fonctionnalités. Le prototype, ce n'est pas l'outil réel, c'est l'outil qu'on va développer qui va être réel. C'est celui sur lequel on va se mettre au travail maintenant pour pouvoir le déployer. Moi, j'aimerais qu'on se projette à, on va dire, dans 1 an et demi ou 2 ans, quand cet outil sera déployé, sera utilisé par différents types de profils et se dire... moi, en tant que professionnel, si je devais projeter un impact, si je devais me dire il sera vraiment utile si, quoi, ça m'intéresse en fait là aussi parce qu'on a des profils qui ont des points de vue, des enjeux et finalement des besoins et des attentes qui sont différentes, de se dire
pour moi, cet outil, il est vraiment utile si on atteint quel type d'objectif. Et donc, on peut conserver le micro et le faire dans le sens inverse, si vous voulez. L'objectif, il est séduisant. Encore une fois, il sera séduisant s'il est pédagogique pour tous les soignants et pour tous les aidants et pour tous les malades. C'est-à-dire qu'encore une fois, il permet de faire un testing très rapide pour obtenir rapidement l'information et se diriger vers les bonnes molécules. Et là, il y a un deuxième obstacle actuellement en France, qui est l'accès aux molécules, qui n'est pas encore tout à fait simple non plus. Donc je ne sais pas si les ARS ou l'INCa ou Unicancer pourra contribuer à la facilitation de cet accès, mais encore une fois, c'est West qui regarde un petit peu le télescope West qui regarde le Big Bang, mais finalement, avant le Big Bang, on aimerait bien savoir ce qui se passe, c'est avoir accès aux altérations moléculaires, et après le Big Bang, on pourrait pouvoir parfois modifier la trajectoire, savoir les thérapeutiques. Donc oui à panacée, mais panacée, normalement, c'est le traitement universel. Et là, c'est l'accès au traitement universel si on a le bon testing et le bon traitement. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, panacée, ça va nous aider à formaliser ce que vous avez dit. Et on a besoin de formaliser. Parce que souvent, on parle de concept. On est très fort en concept, là encore en France, avec des beaux mots et tout ça, mais on ne formalise pas. Et donc, on ne peut pas objectiver les problématiques. Donc cet outil va permettre quand même de mesurer pas mal de choses, la distance aux soins, les délais, j'en ai parlé, et rien que de le montrer va faire que derrière il y aura des solutions et on va pouvoir embarquer toutes les institutions dont vous avez parlé, les ARS, mais effectivement le national autour du sujet. Pour mon cas personnel, de la région Grand Est, nous, ça serait une réussite si... Alors, on a bien sûr qu'on réduise ces délais-là, bien sûr, mais c'est aussi qu'on arrive à faire travailler ensemble des acteurs dans un territoire. On ne va pas se mentir, on est dans un système concurrentiel, notamment sur le cancer, et que de faire travailler ensemble différents acteurs, puisque c'est l'outil va vouloir faire travailler ensemble des CLCC, des CHU, des établissements, ensemble, puisque c'est un projet de territoire, qu'on arrive à faire ça sera déjà super bien aussi pour nous, parce que tu parlais de face nord, oui, c'est la face nord de faire travailler les gens ensemble. C'est pas parce qu'on a un beau concept que les gens se mettent autour d'une table et sont heureux et travaillent ensemble. C'est pas vrai. La coordination des acteurs, c'est pas une génération spontanée. Il faut que les agences soient là, il faut que tous les acteurs soient là, et ça demande alors je dirais du management de territoire, on va dire. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, ça serait une réussite pour nous, agences, si on arrive à faire travailler les gens ensemble. Et peut-être juste un point d'attention, on a déjà commencé à travailler avec les acteurs du territoire, avec l'ARS et avec le Cancéropole et avec un certain nombre d'acteurs qui sont implantés. On mobilisera aussi la Ligue avec les acteurs territoriaux implantés. Le projet qu'on a aujourd'hui, il va continuer à vivre avec différentes typologies de communautés. L'année dernière, quand on a travaillé ensemble, on était sur une approche très multiterritoriale. J'ai même pas envie de dire nationale parce qu'elle était multiterritoriale, mais elle était transversale. Aujourd'hui, on va aller évidemment continuer à mobiliser cette communauté-là, ceux qui se sont engagés depuis le début à nos côtés, mais on va en créer, on va dire, une autre spécifique à l'échelle d'un territoire. Et donc on va jouer comme ça avec différents niveaux de contribution de tout un écosystème qui va s'enrichir du fait de l'expérimentation qui va se déployer. Juste pour compléter, effectivement, on a, alors je ne sais pas si tu voulais, c'est la question d'après ou là, mais on a présenté déjà ce projet donc aux acteurs locaux institutionnels, l'assurance maladie dans notre territoire, la région Grand Est aussi, qui va aussi participer, en tout cas on va les solliciter pour qu'ils participent avec nous à cette histoire, les CHU, les CLCC, ont été approchés pour savoir ce qu'ils en pensaient, parce que c'est ce que tu disais, il faut réussir la transformation de l'idée qu'on est en train de décrire à comment je le décline sur le territoire. Voilà. Merci. En tant qu'industriel, évidemment, on partage et on soutient l'ambition des professionnels de santé et des acteurs institutionnels. Et j'ajouterais aussi notre ambition, c'est de le déployer, comme on l'a dit, dans d'autres pathologies et pas seulement dans le cancer du poumon.
Mais côté industriel, en tout cas, on est à la recherche de partenariats, de qualité, de confiance et surtout sur le long terme avec plusieurs acteurs différents. Le programme PRENACE s'inscrit finalement dans l'impact qu'on recherche, à la fois pour les patients, puisque des patients mieux informés, ce sont des patients mieux soignés, à la fois pour l'écosystème, pour améliorer l'égalité d'accès au testing sur le territoire. Et pour Roche, mais plus largement pour les industriels, c'est participer à ce programme d'intérêt général, créer de nouveaux modes d'interaction et finalement avoir une place différenciante au sein de l'écosystème. Alors pour nous, l'impact attendu, alors vraiment du niveau patient et proche aidant, c'est que cet outil puisse nous apporter des clés de compréhension et de communication avec nos équipes médicales. Donc grâce aux fiches explicatives et aux différentes recommandations qui seront présentes sur cette plateforme. Alors c'est aussi pour les patients qui le souhaitent de pouvoir monter en compétence sur leur maladie, sur les traitements et aussi de devenir acteur de leur parcours de soins. Un patient qui vient d'apprendre son diagnostic et face à la violence des statistiques de cette maladie, il va aller sur Internet. Et il ne va pas comprendre pourquoi certains ont accès à une immunothérapie, d'autres ont accès à une thérapie ciblée, d'autres encore à un essai clinique. Alors même si lors du diagnostic, on peut bénéficier d'une consultation d'annonce et qu'on peut avoir des informations de la part de nos professionnels de santé, on en est tête choc à ce moment-là et on n'est pas forcément réceptif à l'information. Alors on est actuellement dans la personnalisation des soins et au vu du nombre important d'innovations et qui cessent d'augmenter de jour en jour, et c'est une chance pour nous, et qui sont arrivés dans le poumon ces dernières années, ça devient très compliqué pour nous, de patients, de pouvoir se repérer. Alors on nous parle de EGFR, de ROS, ALK, BIRAF, CARAS, RET. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? C'est une bonne nouvelle? C'est une mauvaise nouvelle? C'est des lettres pour jouer au Scrabble? Est-ce que toutes les mutations disposent d'une thérapie ciblée dès le départ? Est-ce qu'elles sont uniquement en essai clinique? Tous les types de cancers du poumon peuvent avoir ces mutations? Et voilà, ça c'est autant de nombre de questions que se posent les patients et qui sont souvent sans réponse. Et là, on pourra les trouver sur cette plateforme. On nous parle aussi de testing NGS, mais pour nous, ce ne sont que des lettres qu'on ne comprend pas. Notre question à nous, patients, c'est est-ce que tous les patients atteints d'un cancer du poumon en France, quel que soit l'endroit où on habite, ont accès au même type de testing génomique? Parce que nous, quand on rentre dans la maladie, c'est ce qu'on pense. Et si ce n'est pas le cas, dans ces conditions, quelles sont les recommandations pour mon cas personnel? Et là, on pourrait également le trouver sur cette plateforme. Donc il y a une nécessité de centraliser l'information, donc non seulement au niveau des traitements qui existent en fonction de nos particularités génomiques, mais aussi d'explications sur ce que sont ces mutations, ces fusions, parce qu'en fait actuellement il n'y a plus un seul cancer du poumon, mais une multitude de cancers du poumon différents. Donc cette plateforme va répondre à cette question, c'est quoi exactement ma maladie? Donc un second point qui est thérapie ciblée, qui actuellement malheureusement cesse de fonctionner au bout d'un moment. Les patients ont besoin de se projeter, de connaître les prochaines lignes de traitement dont ils pourraient disposer une fois que leur thérapie potentiellement cessera de fonctionner. Donc c'est complètement humain, mais face à la gravité de cette maladie, on a besoin d'anticiper ce qui nous attend. Et ce sera également possible grâce au moteur de recherche qu'il y aura justement sur cette plateforme. Donc même si on est déjà sur une dernière génération de thérapie ciblée, qu'il n'y a plus d'autres lignes possibles qui bénéficient actuellement d'un remboursement ou d'un accès précoce, c'est très compliqué pour nous de faire des recherches sur les essais cliniques existants et qui pourraient nous correspondre à notre maladie. Et encore une fois, ça sera facilité par cette plateforme. Donc l'utilité de PANACÉ pour nous, patients et proches aidants, c'est vraiment la centralisation d'informations afin qu'on arrête de se perdre sur Internet, de chercher des multitudes d'informations un peu partout. Et puis pour ceux qui le souhaitent, de devenir acteurs de leur parcours de soins et de monter en compétences et d'avoir des clés pour communiquer avec leur équipe médicale. Et le dernier point également pour finir qui est vraiment important pour nous, c'est qu'en termes de démocratie en santé, c'est de pouvoir avoir accès aux recommandations et d'être au courant de ce dont on a le droit d'avoir nous comme testing génomique. Vraiment, je remercie vraiment toutes les équipes de patients en réseau parce qu'ils ont été... alors il y a eu plein de patients qui ont participé et c'est vrai qu'il y a eu un groupe de travail patients en réseau qui s'est vraiment mobilisé de façon très forte avec nous. Il y a eu aussi des équipes de Delers, il y a différents acteurs en fait qui sont venus avec nous au travail, mais c'est vrai que cette mise en capacité du patient, c'est aussi un échange qu'on avait eu avec la Ligue au moment où on avait présenté le projet. D'ailleurs, Michael était là aussi ce jour-là. Et pour nous, je pense que c'était une des clés, c'est-à-dire qu'il y avait le dialogue avec les professionnels de santé, il y avait le dialogue avec les patients, et à aucun moment il y a eu le doute, en tout cas en ce qui concerne ce projet, de se dire que ce n'était pas un accès pour les patients. Ce projet, dès l'origine, on l'a voulu avec une double entrée.
on l'a voulu avec une entrée professionnelle de santé et avec une entrée patient pour mettre en capacité le patient dans la gestion de sa maladie. Donc peut-être juste, Loris, la slide suivante, je voudrais juste permettre de donner à voir ce qui va se passer. Parce que là, ce dont on vient vous parler, c'est le prototype. C'est ce qu'on a fait dans les mois qui viennent de s'écouler. Et dans les mois qui viennent, on va travailler évidemment, on va dire, dans 2 grandes phases. Il va y avoir la phase qui permet de concevoir l'outil, de préparer le territoire, de préparer un comité éthique et scientifique pour fiabiliser l'intégralité des contenus qui seront présents sur ce site, de se coordonner en continu. Bref, il va y avoir toute une phase préparatoire qui va nous occuper entre maintenant, on va dire, et l'été prochain. Cette phase, elle va nous permettre de passer du prototype à l'outil et donc de travailler avec les équipes du LLL et des groupes de travail dédiés sur la partie data, la partie design, et ça va nous permettre en fait de passer en fait à un outil réel qui sera fonctionnel réellement. Toute la partie territoire, il va y avoir toute la phase de préparation du territoire, la phase d'identification du terrain, la phase de sélection des partenaires, des bonnes zones, de tous ceux qu'on va vouloir embarquer véritablement dans l'étude quand on en sera à cette phase-là. Et le pilotage éthique et scientifique, il va y avoir aussi la phase amont qui va être la phase de production des premiers contenus, parce qu'il va falloir à un moment donné que cet outil sorte. Et puis après, il y aura la routine, une fois qu'il existera. Et donc, on voit bien, en fait, juste pour que ça vous permette de vous projeter dans la façon dont on va travailler ensemble. On va continuer à travailler ensemble en mode multi-acteurs. On va continuer à travailler ensemble en mixant des professionnels, des patients, des acteurs publics, des acteurs des laboratoires. Enfin, tous ces gens-là, on va continuer à travailler de la même manière qu'on a travaillé ensemble. Et il y aura la phase amont de préparation et il y aura la phase aval de test et d'itération et d'évaluation de l'impact sur le territoire. Ça, c'était pour que ça vous permette quand même de se projeter avec toujours cette ambition, à terme, une fois que ce sera évalué, d'un passage à l'échelle avec une transmission à un tiers public, d'un passage à l'échelle avec un passage sur d'autres types de cancers, dans une logique de réplicabilité, de capitalisation, de passage à l'échelle.